Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats avec plusieurs questions. Quel avenir pour la Syrie? Quel bilan aussi, un an après la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara? L'espoir est-il toujours de mise ou a-t-il laissé place au désenchantement? Avec nous autour de la table pour en parler, Anthony Samrani, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes rédacteur en chef à L'Orient le Jour, quotidien francophone libanais avec qui nous sommes partenaires pour ce débat à l'occasion donc des 1 an du départ de Bachar al-Assad. Les articles de votre journal sont à lire sur notre site internet tv5monde.com. Arthur Saradin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste correspondant dans la région, auteur du livre Le nom des ombres, sortir de l'enfer concentrationnaire syrien aux éditions du Seuil. Et puis Roula Merej, bienvenue à vous. Bonsoir. Spécialiste du Proche-Orient et chroniqueuse pour Géostratégie Magazine. On commence avec vous, Anthony Samrani. Vous êtes notamment intéressé à L'Orient le Jour aujourd'hui à la grande évasion, je vous cite, des caciques du régime syrien, planquant en Russie, dans les pays du Golfe ou au Liban. Des milliers d'anciens responsables militaires et sécuritaires échappent toujours à la justice. Que sait-on de la nouvelle vie, pour commencer, de Bachar al-Assad ? De sa nouvelle vie, on ne sait pas grand-chose. J'ai lu récemment qu'il passerait beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Je ne sais pas à quel point cette information est exacte. On dit aussi que sa femme ne serait pas avec lui, qu'elle aurait des problèmes de santé et qu'elle serait soignée dans le Golfe. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une très, très grande majorité des anciens hauts cadres du régime sont réfugiés en Russie et dans une moindre mesure dans le Golfe. C'est plutôt les seconds couteaux qui sont aujourd'hui au Liban. Et pourtant, on ne parle pas beaucoup de la justice transitionnelle. Je parle sous votre contrôle. Et quand on a lu votre livre, on se dit qu'effectivement, cet univers concentrationnaire, il mérite au plus haut point pour que la Syrie avance de réparation, justice et réparation. Il a besoin de réparation, puis il y a des milliers de personnes à juger. Alors il y a ceux en plus qui sont encore en Syrie, qui sont certains gardiens de prison, certains hommes du régime, qui sont encore parmi les habitants. On a eu les premiers procès il y a quelques semaines à Alep d'anciens criminels du régime. C'est des procès qui ont un petit peu déçu. Ils ont duré un jour, ils ont été reportés parce que les accusés étaient venus sans leurs avocats. La justice transitionnelle en Syrie, elle concerne évidemment le territoire syrien, mais elle concerne aussi l'international. Je crois que c'était il y a quelques jours, il y a le parquet national antiterroriste français qui a ouvert une instruction pour complicité de crimes contre l'humanité pour un membre de la branche 285, qui était une branche terrible du renseignement syrien où beaucoup de tortures étaient pratiquées. Et donc nos pays en Occident qui connaissons une arrivée de certains de ces membres du régime sont aussi concernés par une forme d'investissement dans la justice transitionnelle pour les Syriens. Roula Merej, sur cette question des dignitaires du régime Assad, qui vivent sans doute paisiblement dans le Golfe notamment. Arthur Saradin dit peut-être aussi dans des pays occidentaux. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû fuir au Liban ou aller se réfugier aussi dans les pays, dans les Émirats. Et je pense surtout qu'aujourd'hui, le peuple syrien attend justement la justice. Et c'est ça qui est très, très important. Je pense que c'est la crédibilité du nouveau gouvernement qui est en jeu. Le peuple demande justice et a soif de justice avec toutes les exactions qui ont été commises et le génocide, parce que c'est vraiment c'est des massacres en tout cas. Et il y a toujours des comités qui ont été créés. On ne parle d'ailleurs pas que des exactions commises et des massacres sous Bachar al-Assad, mais de son père, notamment le massacre de Hama. Oui, bien sûr. Moi, je parle du régime Assad qui dure depuis 1972, depuis le coup d'État. Mais en tout cas, c'est 50 ans de dictature, c'est beaucoup de morts, et je pense que vous le savez aussi bien que moi, puisqu'il a été dans les prisons de Sednaya qui sont absolument effroyables. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la priorité du gouvernement, c'est de donner une crédibilité. Il faut qu'ils aient une crédibilité pour que le peuple ait confiance et que justement qu'on ne retombe pas dans un cas de non-justice en fait. Ouais. Alors, le nouvel homme fort de la Syrie, Ahmed al-Shara, a pris la parole aujourd'hui. Il appelle à l'unité pour bâtir une Syrie nouvelle, dit-il. Je vous propose, avant de vous entendre sur le bilan maintenant de cet homme et de ses nouvelles autorités, de l'écouter le 11 décembre 2024. C'était 4 jours, donc après 3 jours même après le départ de Bachar al-Assad, à la mosquée des Omeyyades. Il n'est pas encore président, écoutez. Il n'y a rien de plus grand que d'œuvrer à la réunification du peuple syrien. Le régime a divisé et séparé le peuple. Des gens se sont noyés dans les mers en fuyant la Syrie. Ils ont été déplacés dans le pays et de nombreuses personnes déplacées se trouvaient aux frontières avec d'autres pays. Et même lorsqu'ils étaient déplacés, leurs tentes étaient brûlées. Tous ces gens doivent revenir pour que main dans la main nous puissions construire une nouvelle Syrie.
Anthony Samrani a-t-il les moyens de ses ambitions? Il dit donc la même chose, exactement, quasiment mot pour mot. Aujourd'hui, en a-t-il les moyens, en sachant qu'on en parlait en première partie, des enlèvements de la communauté alawite, pris pour cible également des violences qui ont fait plus de 1000 morts au mois de mars? C'est un homme qui, quand même, il y a quelques années, dirigeait un bastion de la Syrie à Idlib, à un moment où tout le monde considérait que la révolution syrienne était morte, que Bachar el-Assad était un peu réhabilité partout, et qui désormais, non seulement est à la tête de la Syrie, et se permet d'aller à la Maison-Blanche, d'aller à Moscou. Donc je me garderai bien de dire est-ce qu'il a les moyens ou non. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en un an, il a fait des choses spectaculaires, notamment sur le plan diplomatique, où il a reconnecté la Syrie au monde. Et d'un autre côté, aucun des problèmes fondamentaux auxquels est confronté le pays n'a été réglé, ni sur le plan économique, ni sur le plan de la politique interne, ni sur le plan géopolitique. Arthur Saradin, depuis un an, est-ce que la vie des Syriens s'est allégée du poids du régime Assad? Mais est-ce qu'on peut pour autant parler de liberté retrouvée pour les Syriens sous ce nouveau pouvoir? On ne peut pas parler d'une liberté absolue, mais des libertés ont évidemment été retrouvées. La nôtre, celle des journalistes, de rentrer en Syrie, c'est un fait inédit. On ne pouvait pas, au temps du régime, rentrer comme ça à Damas, sans autorisation, faire à peu près les reportages qu'on... Alors vous, le 8 décembre, il y a un an, jour pour jour, vous avez été le premier journaliste francophone et l'un des premiers occidentaux à rentrer en Syrie. À rentrer en Syrie. Aujourd'hui, on peut exercer notre métier librement en Syrie. Ensuite, même en critiquant ce pouvoir? Même en critiquant ce pouvoir, il y en a beaucoup qui le font sur les réseaux sociaux, des Syriens eux-mêmes. On voit des manifestations aujourd'hui en Syrie, c'était impossible au temps de l'ancien régime. On voit des ONG qui se créent sans autorisation du ministère de l'Intérieur, des partis politiques qui autrefois étaient interdits. Alors, c'est pas forcément par volonté d'absolue démocratie des nouvelles autorités, c'est simplement que la dictature a laissé un vide, et dans ce vide, eh bien, les aspirations de la révolution portées par les Syriens trouvent leur voie dans ces créations de nouveaux groupes et dans les engagements de la société civile. Alors maintenant, à voir s'ils vont se pérenniser, et surtout si cette liberté d'expression retrouvée va trouver eh bien, un aboutissement dans une transition démocratique qui lui permettra simplement d'influencer les décisions du nouvel État qui va remplacer la dictature d'Assad. Roulé Amarèche, par quoi va être remplacée la dictature d'Assad? Est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Se poser la question d'une république et de la loi islamique, de la charia, où en est-on aujourd'hui selon vous? Quel bilan tirez-vous de cette année passée? Alors je pense qu'il est très très important de souligner que la population syrienne à majorité est sunnite. Nous savons 80% de sunnites. Donc oui, c'est un pays à religion islamique. Je pense qu'il y a, de ce que je sais, en tout cas, de ce que nous savons de certains de nos correspondants en Syrie, c'est que, par exemple, pour l'école, ils sont en train, justement, de donner de plus en plus de cours de religion. Ils veulent intégrer petit à petit, bien sûr, la religion musulmane, ce qui est tout à fait normal en tant que pays musulman. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je crois qu'il y a deux angles où il faut voir le président Al-Shara. Il y a l'angle international, justement, où il donne des gages, où il a intérêt à donner des gages, justement, pour avoir cette crédibilité au niveau de l'Occident, où il va avoir l'air très réformateur et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a remis la Syrie sur les bancs de la diplomatie. La Syrie n'a jamais été aussi présente dans le monde, que ce soit pour la COP30, etc., etc. Et puis, il y a justement ces défis internes avec les minorités qui sont très, très, quand même, qui sont dérangées. Les Alaouites... Justement, la minorité alaouite a été prise pour cible. Il y a aussi une minorité chrétienne. Mais sur les Alaouites, justement, ce qui est fou, c'est de dire on ne sait pas qui fait ça à chaque fois, même si parfois on pointe des djihadistes étrangers. La question, pourquoi y a-t-il des djihadistes étrangers aujourd'hui en Syrie? Est-ce qu'il est impuissant pour les chasser de ce territoire? Non. Il est fragile en tout cas, parce que l'armée aujourd'hui, ce qu'on appelle l'armée syrienne, c'est quoi? C'est une congrégation de milices plus ou moins radicales qui ont participé à la libération du pays. Et donc il est un peu aussi leur otage. Il est aujourd'hui dans une logique autoritaire, il est dans une logique conservatrice sur le plan religieux, mais il a des gens qui aimeraient aller beaucoup plus loin, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui le considèrent même comme un traître, et s'il va trop loin, on sait qu'il a déjà été menacé par plusieurs tentatives d'assassinat, s'il va trop loin, il a un risque
soit d'être assassiné, soit que son pouvoir soit fortement... Mais à Damas, il y a une police, parce qu'on voit des hommes en armes circuler comme s'ils étaient toujours dans des habits de rebelles, en fait, pour contrôler... Est-ce qu'il y a vraiment une police syrienne? Oui, alors en fait, l'armée syrienne, en tout cas les effectifs de l'armée syrienne sont en train de se restructurer. Alors, c'est un processus qui est très long. Il y a des nouveaux recrutements, par exemple, dans la police. Maintenant, d'ailleurs, les femmes sont autorisées à postuler pour rentrer dans les forces de sécurité intérieure. On a vu que certaines factions, comme donc de groupes islamistes comme Jaïch al-Islam, ont eu leur propre groupe au sein des forces armées des nouvelles autorités. Donc, il y a un phénomène de restructuration, et vous le mentionniez, il y a la question de l'intégration des djihadistes internationaux, voire de la nationalisation des djihadistes internationaux, parce que certains, d'origine étrangère, justement, demandent maintenant la nationalité syrienne. Ahmed el-Shara, il doit un peu ménager la chèvre et le chou dans cette histoire. Il est à la fois des puissances occidentales qui lui demandent de maintenir une lutte radicale contre les groupes islamistes, et notamment Trump, qui lui demande de rejoindre la coalition internationale contre Daesh, qui de toute façon il a toujours combattu quand il était à Idlib. Mais il a aussi, comme Anthony le mentionnait, de son côté, des groupes plus ou moins radicaux qui n'ont pas forcément un projet démocratique pour la Syrie, mais qui ont fait partie de sa coalition de rebelles qui ont libéré la Syrie et qui, en tout cas, font pression, eux, pour avoir de plus en plus d'influence dans les nouvelles autorités. Et dans ce jeu de pouvoir, eh bien, on verra à travers les années qui vont suivre qui va réussir à peser le plus dans cette transition que connaît la Syrie. Et je propose, puisque vous parlez de personnes et de personnalités, on va voir avec tous les trois maintenant qui est autour de lui. L'un de ses plus proches, ce serait Assad Hassan al-Shibani, ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est vraiment un proche d'Ahmed el-Shara? Tout à fait, c'est un proche, et c'est vrai qu'il le représente très très bien au niveau de l'international. Ouais, c'est vraiment le numéro 2 du régime. Oui, tout à fait. Et c'est aujourd'hui l'homme le plus proche des Turcs. Ce qui lui donne une marge de manœuvre dans les négociations avec Israël, avec les Kurdes, donc sur des sujets clés. Et vous évoquez Israël, on va parler d'Israël et du Liban. Et parmi les proches, j'allais dire chasser le naturel, il revient au galop. On connaissait le népotisme chez les Assad. Maher avait un frère, Bachar al-Assad avait un frère qui s'appelait Maher, lui aussi, Maher el-Shara, frère d'Ahmed el-Shara, et Hamza el-Shara, lui aussi frère d'Ahmed el-Shara. Quel est leur rôle? Alors, on a un économiste, on a un gynécologue qui a vécu pendant des années en Russie, ça c'est pour Maher, et Hazem el-Shara qui est économiste. Il y a une concentration du pouvoir au sein, dans les mains du président et même au sein du clan familial, avec une volonté de remettre la main sur tout le business et tous les oligarques qui avaient le vent en poupe à l'heure des Assad. Et c'est vrai que c'est l'une des missions des frères. La différence quand même fondamentale, c'est que l'un de ses frères, dont je ne me souviens plus le prénom, est allé beaucoup trop loin a priori là-dessus, et lui-même n'a pas hésité à le sanctionner, ce qui était totalement impossible à l'époque des Assad. Oui, bien sûr. Sur cette question de l'entourage, on dit que 5 ou 6 personnes prennent les décisions clés de la Syrie aujourd'hui. Oui, et en tout cas dans tous les processus décisionnaires, moi je me souviens même quand il a fallu faire une ébauche de constitution pour la Syrie, pour qu'elle soit débattue ensuite par une assemblée. Ahmed el-Shara avait nommé lui-même 6 juristes qui avaient travaillé sur cette ébauche. 5 étaient pas vraiment des proches de HTS. Il y avait une juriste kurde, une femme qui était plutôt... HTS, c'est l'ancienne coalition d'islamistes rebelles à Idlib qui a libéré Damas. Et il y avait le directeur de la chaire de droit d'Alep. Cela dit, parmi les 6, il y avait aussi un très proche de Ahmed el-Shara qui était aussi là pour observer et puis garantir, se faire écho de ce qui se passait dans l'écriture de cette ébauche de constitution. Donc évidemment, il a ces hommes de confiance qui disséminent dans à peu près tous les ministères et tous les processus qui sont ceux constitutifs de cette transition que connaît la Syrie. Et évidemment, la question, c'est de savoir à quel point il aura la présence de son clan, ou à quel point il va aussi s'ouvrir aux oppositions, et surtout aux oppositions à HTS, à la coalition qu'il avait menée, qui est aujourd'hui dissoute, mais qui est très présente dans ce nouveau gouvernement et dans dans l'organisation concrète de ces nouvelles autorités. Et puis il y a, excusez-moi, il a encore 70 sièges au Parlement à nommer, que Ahmed el-Shara lui-même va nommer. Donc c'est vrai que c'est une manière justement de contrôler. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir, dans le sens où il hérite quand même d'un pays il faut quand même rappeler qu'il y a plus de 216 milliards le coût de la guerre de toutes ces années en Syrie, de la reconstruction. Donc il récupère un pays qui est quand même complètement à plat.
Donc, est-ce qu'il peut aujourd'hui avoir une main démocratique comme nous pourrions l'entendre quand il hérite d'un pays, dans un État, enfin, où il est complètement vidé, en fait? Alors, Benyamin Netanyahou, j'aimerais... Oui. Même, je crois que fondamentalement, il n'aspire pas à la démocratie. Oui. Fondamentalement, il n'a jamais prononcé en un an le mot démocratie. Il ne prononce pas le mot. Il a dit à plusieurs reprises que c'était un modèle occidental qui ne devait pas être Il propose importé. quoi à la place? Il propose un modèle autoritaire, conservateur, assez proche de ce qu'on peut avoir en Arabie Saoudite ou en Turquie, avec un modèle électoral. Il parle d'élections quand même, rassurer les Syriens qui nous regardent. Il peut y avoir des élections, il y aura des élections, mais ces élections auront des limites dans ce que les représentants élus auront comme pouvoir. Alors j'aimerais vous entendre sur deux pays voisins. Israël d'abord, le Premier ministre israélien s'est rendu récemment sur le plateau du Golan. Damas a dénoncé une violation de sa souveraineté. Que cherche Israël par rapport à son voisin syrien? Il cherche pour l'instant un statu quo qui lui permet de continuer de bombarder quand il le veut, où il le veut, d'affaiblir le pouvoir central syrien en développant des relations à la fois avec les Druzes dans le sud et dans une moindre mesure avec les Kurdes. Il y a des négociations qui sont en cours depuis des mois. Et il y a une vraie volonté de la partie syrienne d'aboutir à un accord sécuritaire, ressusciter le fameux accord de 1974. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les Israéliens posent deux conditions impossibles à réaliser aujourd'hui pour le président, à savoir un non-retrait des territoires qui ont été conquis après la chute du régime. Donc Israël a occupé de nouveaux territoires, il grignote du territoire syrien. Et une démilitarisation des provinces du sud syrien. Sur le Liban, là aussi, rencontre pour la première fois ministère des Affaires étrangères que j'évoquais tout à l'heure, Assad al-Shibani. Le 10 octobre, il y a 2 mois environ, s'est rendu à Beyrouth. Quel avenir entre ces deux pays qui portent un lourd héritage commun? Compliqué, alors pour des raisons qui sont tout à fait différentes. Aujourd'hui, depuis la guerre qui est censée avoir pris fin le 27 novembre 2024 et la signature d'un cessez-le-feu après plus d'un an d'échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah, les casques bleus comptent 10 000 violations du cessez-le-feu du côté israélien. Il y a la question centrale au Liban, qui est celle du désarmement du Hezbollah. Et autant dire que le Hezbollah n'a absolument pas envie d'être désarmé. L'armée israélienne contrôle aujourd'hui 5 portions supplémentaires de la frontière avec le Liban. Cette frontière entre le Liban et Israël, c'est une question qui traîne depuis des décennies. Et il faudrait encore un accord, notamment de retrait israélien des zones libanaises occupées. Le risque, évidemment, c'est que dans la condition aujourd'hui je ne vais pas dire d'une guerre qui frémit, mais on le voit avec ces bombardements qui, encore il y a 2 semaines, avaient touché la capitale, Beyrouth, qui sont quasi quotidiens au sud du pays. Il y a évidemment le risque d'un réembrasement, d'autant plus qu'on connaît la personnalité de Netanyahou et sa stratégie, souvent avec ses voisins qui trouvent écho avec sa situation politique dans le pays. S'il voit notamment que ça se tarit sur le front de Gaza, il pourrait vouloir renvoyer des troupes au nord et intensifier les opérations militaires au Liban pour consolider justement sa stature de chef de guerre auprès de sa propre population. Merci beaucoup Arthur Saradin, merci Roula Merrej et merci à vous Anthony Samrani. Donc, je le rappelle, en partenariat ce débat avec L'Orient, le jour quotidien francophone libanais. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.